Bonjour à tous, vous regardez Smart Job, votre rendez-vous emploi RH et management sur Be Smart for Change. Aujourd'hui, dans Bien dans son job, on s'intéresse aux soubresauts géopolitiques et leur influence sur la vie des entreprises. On accueille Alexandre Clabot, il est professeur justement à l'école de guerre économique, il est aussi off counsel au cabinet Bruzo-Dubuc, un cabinet qui a ouvert justement un département dédié à la guerre économique pour accompagner ses clients à faire face à des situations qui sont souvent hors contrôle. Dans le cercle RH, autre gros dossier, la CSRD, ça fait peur à certains, c'est vu comme une opportunité par d'autres. On ne va pas se demander si c'est bien ou si c'est mal, mais on va surtout se demander comment, en tant qu'entreprise, l'adopter au mieux. On va en parler avec Fabrice Bonifay, le président du C3D, Olivier Faust, senior vice-président dédié à la RSE chez Biomérieux, également en plateau Christophe Jouvel, le directeur général délégué à l'Atlas OPCO, qui est l'opérateur de compétences dédié au métier du développement durable. Et je serai bien sûr pour ce débat accompagné, comme tous les vendredis, de Caroline de Senneville, la journaliste chez Décideur RH. Voilà pour le programme. Tout de suite, on se met bien dans son job. Que peut faire un chef d'entreprise face aux décisions d'un Donald Trump? Que peut faire un dirigeant quand il y a une guerre en Ukraine, quand il y a un pays comme la Chine qui impose des tarifs spécifiques sur des produits qui sont clés pour son activité? Il y a des solutions, même si elles ne sont pas forcément directes. C'est ce qu'on appelle la guerre économique. Et un cabinet d'avocats, Bruzo-Dubuc, a décidé de créer justement un département pour accompagner au mieux ces entreprises clientes sur ces sujets-là. Et on va en parler avec Alexandre Clabot. Bonjour. Bonjour. Professeur à l'école de guerre économique. C'est l'une de vos spécialités, en fait, ces sujets-là. Déjà, très concrètement, si on remet le sujet à la base, quand on parle de guerre économique, on parle de quoi? Alors on parle de compétition mondiale poussée à son paroxysme. En fait, on va dépasser le cadre strict des rivalités économiques pour vraiment s'attarder sur des luttes de puissance entre États à travers des institutions et des entreprises afin d'accroître du pouvoir sur une économie globale, d'acquérir des ressources et de contrôler des parts de marché. S'incarne à travers différents champs, que ce soit des champs effectivement économiques, financiers, mais également le champ informationnel, des champs sociétal, et puis le champ juridique. En somme, c'est une forme de conflictualité où, au lieu d'avoir des canons et des chars, on va être plus sur des enjeux économiques, informationnels et juridiques. Là, si on est dans l'actualité, ça s'est tombé il y a quelques jours. C'est l'Union européenne qui augmente donc les tarifs sur l'acier importé de Chine. Ça, c'est exactement un sujet de guerre économique puisque ça va impacter les entreprises chinoises qui exportent dans l'Union européenne et éventuellement les entreprises de l'Union européenne qui importent ces produits, cet acier. Et donc, ça veut dire quoi? C'est que les entreprises qui faisaient appel à ces prestataires chinois vont peut-être devoir aller chercher leurs prestataires dans un autre pays. Exactement, c'est-à-dire que pour les entreprises qui utilisaient ces ressources-là, ils vont avoir la nécessité, j'espère qu'ils l'ont fait, de penser la résilience, D'anticiper. d'anticiper, de penser la résilience de leur chaîne de valeur. Et justement, c'est là, je pense, vous venez quasiment d'y répondre, mais le département créé dans le cabinet d'avocats où vous êtes off counsel, l'idée principale, c'est quoi? C'est de la veille, c'est de connaître ces situations, de les anticiper avant qu'elles se produisent. De prévenir les clients en disant, voilà, là, très probablement, d'ici quelques mois, le prix de cette matière première venant de ce pays-là sera beaucoup plus cher parce qu'il y a un sujet politique. Alors on va les accompagner à différentes hauteurs. Effectivement, l'information, ça fait partie des éléments clés puisque pour définir une stratégie, il faut avant définir une situation. Le savoir est une arme. Bien sûr. Mais si vous voulez, il y a ce volet-là. Par contre, on va accompagner, des dirigeants, sur des enjeux de sécurité économique, comment ils vont protéger leurs actifs, comment faire en sorte que les informations, qu'ils ont sur internet, Ils puissent les utiliser. bien sûr, et également sur un volet beaucoup plus contentieux, en voyant comment face à, certaines manœuvres qui pourraient être faites à l'étranger, on peut s'allier pour réagir. L'objectif d'une telle technique, enfin j'ai envie de dire d'un tel département, c'est avant tout quoi? D'anticiper, contourner, éventuellement minimiser les impacts, parce qu'on peut pas faire changer, par exemple, un Donald Trump de politique, on ne peut pas faire changer le régime chinois d'approche dans ce type de dossier. Ça dépasse en fait le seuil de contrôle de l'entreprise, Bien sûr, après le fait que ça dépasse son seuil de contrôle ne l'empêche pas d'avoir une capacité pour de passer de la réaction. réaction à l'anticipation. Mm. Et c'est surtout ce décalage-là, être à l'avant-garde des problématiques-là, qu'il est nécessaire
aborder. Anticipation, ça veut dire qu'on pense au problème quand il n'existe pas encore, en fait. C'est ça qui est peut-être le plus dur. Oui, tout à fait. Et donc, par exemple, j'imagine, dans les tarifs douaniers de Donald Trump, par exemple, on sait que les entreprises productrices de champagne, donc dans la région du même nom, sont particulièrement impactées. Mais on peut imaginer que des entreprises qui auraient fait appel à votre cabinet, en fait, auraient anticipé ce type de changement combien de temps à l'avance? On a quel calendrier en amont pour permettre de prendre des décisions stratégiques? Alors tout va dépendre finalement du pays émetteur de ce type de manœuvre. Si Et de leurs dirigeants, parce qu'il y a des dirigeants plus exactement, instables. vous m'avez compris. Donc Donald Trump, c'est dans un cas comme le vôtre, dans votre département, c'est le cas d'école le plus compliqué. En tout cas, c'est pas le plus simple. C'est pas le plus simple, mais par exemple, je pense à la Chine. Finalement, on peut dire, je me souviens de Danone qui avait eu des gros problèmes en 2010 avec un de ses partenaires locaux. Le marché chinois est probablement très dur à cause d'un gouvernement qui peut planifier, qui peut prendre des décisions, qui peut utiliser le droit à son avantage, mais c'est peut-être plus facile à prévoir et plus facile donc à gérer que ce qui se passe aux États-Unis depuis le début de l'année. Alors, effectivement, ça peut être un peu plus simple. En tout cas, il faut bien comprendre qu'il y a certains secteurs d'activité aussi français qui sont particulièrement visés sur ce type de manœuvre, que ce soit le luxe, que ce soit, les spiritueux. On l'a pu voir avec la Chine encore, l'année dernière, où en raison d'un durcissement de la législation européenne sur les véhicules électriques, la Il y avait une réponse tout de chinoise. suite sur des mesures anti-dumping sur les spiritueux et le cognac français. Puis on le voit aussi dans les accords autour du Mercosur, par exemple, où l'agriculture française est plutôt opposée, mais en fait, l'industrie automobile allemande pousse pour que l'accord se fasse. En fait, ça aussi, c'est de la guerre économique, finalement. On est dans Bien sûr. c'est des jeux de levier. Une dernière question avant de nous quitter, Alexandre Clabot. On ne peut pas connaître tous les pays, tous les systèmes juridiques, tous les soubresauts politiques de tous les pays. Donc j'imagine que quand vous êtes sur un dossier, qu'un client vous dit bah, moi j'ai un problème en Amérique du Sud, vous allez chercher de la compétence extérieure sur les différents dossiers pour avoir des gens qui connaissent les zones en question. Oui, bien sûr. En fait, tout problème de guerre économique est un problème systémique. Et ça nécessite d'avoir une équipe qui puisse être pluridisciplinaire et d'avoir des compétences locales, en l'occurrence. Merci beaucoup Alexandre Clabot. Donc je le rappelle, le cabinet Bruzo-Dubuc qui a ouvert récemment un cabinet dédié à la guerre économique. Vous en faites partie en tant que Off Counsel. Peut-être qu'on sera amené à vous revoir sur ce plateau parce que c'est des sujets quand même qui reviennent régulièrement. On va parler d'un autre sujet qui est international, c'est la CSRD, c'est à l'échelle européenne. C'est un gros dossier qui fait peur à certains, qui est vu par d'autres comme une opportunité. On va décrypter tout ça, c'est un très très gros dossier. On va le décrypter avec 3 invités et Caroline de Senneville. C'est juste après le jingle. CSRD. 4 lettres qui donnent des cheveux blancs à certains à cause des soubresauts géopolitiques, à cause de la situation budgétaire. La CSRD serait un poids en plus dans leur business et donc ce ne serait pas le moment de s'y adapter. A contrario, d'autres personnes pensent que la Corporate Sustainability Reporting Directive est une opportunité et donc au contraire, il faut rentrer dedans avec joie et bonne humeur. On va pas se demander si c'est bien ou si c'est mal la CSRD, on va plutôt se demander comment s'y adapter au mieux. Et pour ça, j'ai 3 invités avec moi. Fabrice Bonifay, bonjour. Bonjour. Président du C3D, auteur aussi, co-auteur d'un livre, on va voir la couverture tout de suite, c'est l'entreprise contributive que vous avez donc coécrit. Alors, on ne voit pas encore la couverture, on la montrera plus tard. Mais donc la CSRD, ça fait un peu partie de l'œuvre de votre vie, hein, j'exagère pas trop en disant qu'on est vraiment dans l'un de vos engagements ou l'engagement principal de votre carrière actuellement. De ma carrière, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est une évolution réglementaire, à mon avis, nécessaire pour inviter les entreprises à revoir leur modèle d'affaires, parce qu'il n'y a que ça qui compte. Et parce qu'on tout ce qu'on a essayé avant, ça n'a pas fonctionné, hein, manifestement. On a créé beaucoup de richesses économiques, ça c'est incontestable, Mais à quel coût? dans certains pays, mais à un coût écologique qui est juste pas soutenable. Donc la CSRD, entre autres, tend à corriger cela. Et c'est vraiment l'intérêt, à mon avis, des organisations. Olivier Foss va peut-être confirmer, enfin je pense que vous allez confirmer, senior vice-président en charge de la RSE chez Biomérieux. Il y a eu un premier rapport en lien avec la directive début d'année. Je vous demanderai d'ailleurs comment ça s'est passé. Et en face de vous, Christophe Jouvel, donc directeur général adjoint de l'Atlas OPCO,
opérateur de compétences, spécialisé donc dans tous les métiers de la transition. C'est bien résumé ou pas? Voilà, sur les métiers du conseil, de la banque, de l'assurance, des experts comptables Et donc, et du commissariat aux comptes. On parlera de ces nouvelles compétences justement en lien avec la CSRD. Et comme tous les vendredis, Caroline de Senneville, bonjour. Bonjour Nicolas. Donc journaliste décideur RH, je vais vous poser la première question à vous. La CSRD pour les nuls, c'est quoi? La CSRD, c'est une directive européenne qui a été adoptée en 2022 dans le but de remplacer la Non-Financial Reporting Directive de 2014, la NFRD. Elle vise à promouvoir une économie européenne durable et responsable. Son but, c'est de renforcer la transparence et la responsabilité des entreprises sur les thèmes liés à la durabilité. Et ça couvre les fameux aspects ESG, c'est-à-dire environnementaux, sociaux et de gouvernance. Et elle oblige, donc le but de la CSRD, c'est que les entreprises établissent tous les ans un rapport de durabilité qui couvre ces fameuses performance ESG avec ce fameux principe de double matérialité, c'est-à-dire évaluer l'impact de l'entreprise sur l'environnement, la matérialité de l'impact, et l'impact des enjeux de durabilité sur la situation financière de l'entreprise. On ne va pas reparler de la philosophie derrière la CSRD, mais par contre, il y a une critique qui revient souvent sur la CSRD, c'est le côté fastidieux, c'est encore un poids administratif, c'est encore beaucoup de travail. Alors qu'en fait, je crois que les partisans, les pairs de la CSRD cherchent plutôt quand même à simplifier tous ces rapports qui s'accumulent. Je crois que dans la philosophie, c'est plutôt de rapatrier et de centraliser en fait beaucoup de rapports qui se cumulaient. Il n'y a aucune obligation de prendre en compte l'ensemble des obligations de la CSRD, parce que l'entreprise doit faire une matrice qui va déterminer ce qui est matériel et pas matériel pour elle. Donc, il y a quand même assez peu d'entreprises qui va considérer que tous les enjeux la concernent. Donc ça, c'est déjà une vue de l'esprit. Donc il y a déjà beaucoup d'éléments de reporting financier, de reporting extra-financier en relation avec les obligations de la CSRD, hein, les 12 CRS, les fameuses normes, enfin pas les normes sectorielles, les normes qui caractérisent en fait ce qu'il y a dans la CSRD. Chaque secteur n'a pas forcément les mêmes. Chaque secteur n'a pas les mêmes. Et en plus, qu'en fait, a priori, les normes sectorielles sont reportées s'inédier. Ça aurait été bien qu'on ait des normes sectorielles plus rapidement, parce que ça aurait permis de meilleure comparabilité entre les entreprises. Mais ça, c'est pas pour tout de suite, manifestement. Donc, l'entreprise peut appliquer la CSRD en fonction de ses propres enjeux, sans avoir à couvrir l'ensemble des exigences, que ce soit quantitatif ou qualitatif. À partir de là, ça lui donne une feuille de route, parce que l'objectif, c'est pas de mesurer pour mesurer, c'est de mesurer par rapport à l'état de l'art, déjà, de ce qui peut exister ailleurs. Les entreprises ne sont pas au même niveau. Et ça leur permet de mettre en place ce qu'on appelle un plan de transition, parce que la finalité, c'est pas simplement d'être redevable, d'être transparent, de pouvoir comparer, que les entreprises puissent se comparer entre elles ou qu'il y ait des organismes. C'est d'avoir un modèle qui soit solide et qui puisse s'adapter aux enjeux du futur. À partir du moment où l'entreprise considère qu'elle a des impacts, comme l'a dit Madame, et que les impacts sont négatifs, et que c'est pas bon pour la durabilité, ne serait-ce que des services écosystémiques dont on dépend, l'entreprise doit déclarer et montrer comment elle va financer ça. C'est ça qui est très important dans la CSRD. Comment elle entend mettre en place une feuille de route pour réduire ses impacts négatifs, maximiser les positifs et démontrer à ses parties prenantes, contractuelles et non contractuelles, qu'elle est sur la voie de la durabilité. Donc on n'est pas sur une garantie de résultat, on est sur une garantie de moyens, d'action et de stratégie à mettre en place. Justement, l'objectif ultime, si je schématise, c'est la neutralité carbone à l'échelle continentale en 2050. Mais il y a aussi, on va être beaucoup plus pragmatique, c'est qu'il y a des enjeux financiers, c'est-à-dire qu'on peut soutenir financièrement, les pouvoirs publics peuvent trouver des fonds, des investisseurs privés peuvent trouver des fonds. L'idée, c'est que les bons élèves de la CSRD, quand même, seraient peut-être plus soutenus financièrement à terme, dans le futur, pour accompagner ou accélérer leur transition. Il y a ça aussi quand même qui peut jouer. C'est plus le rôle de la taxonomie que la CSRD en tant que telle. Mais la CSRD, c'est surtout pour donner confiance au secteur financier, oui. Comme quoi parce que les investisseurs sont demandeurs de ça. Oui, bien sûr. Mais c'est ce que je dis, de leur donner confiance sur le fait que l'entreprise a pris la mesure des écarts qu'elle a par rapport à ce que devrait être une trajectoire de durabilité en soutenabilité forte, c'est-à-dire sans compromis, et qu'elle a documenté sa feuille de route pour y arriver progressivement, mais avec au moins pour le CRS E1, qui est la partie climat, parce que c'est la seule où il y a une target, un objectif. Très clair, et moins pour le social, la gouvernance. Alors que les autres, il n'y a pas vraiment de target, ça a été enlevé dans les différentes versions. Mais là, pour la partie climatique, qui est pour moi pas la plus importante c'est la partie biodiversité. Là, il y a eu un bug dans le système, on aurait dû
Enfin, je pense que le On parle de législateur... carbone, mais on ne parle pas de Pas assez. Si, destruction. la biodiversité, ça fait partie des C'est un exigences, ensemble. mais il y a beaucoup d'entreprises qui ont omis de mettre la biodiversité comme un enjeu matériel, alors que si vraiment il y a un truc qui est matériel pour tout le monde, au même titre que le climat, La survie des espèces. c'est bien la biodiversité. Donc, Avant de donner la parole à Olivier Faust, Caroline de Senneville, le nombre d'entreprises concernées, il est réduit et le calendrier d'application pour ces entreprises aussi, il est retardé. Est-ce que vous pourrez faire un petit point là-dessus? Et après, j'aurai une question pour vous, Oliva. Oui, initialement, la CSRD devait s'appliquer à toutes les entreprises de plus de 250 salariés avec un chiffre d'affaires de 40 millions d'euros. Il y a eu pas mal de débats et de modifications. La Commission européenne a proposé le paquet Omnibus en février qui déjà réduisait un peu le champ d'application. Le Conseil de l'Union européenne a adopté sa position le 23 juin en proposant que seules les entreprises de plus de 1000 salariés et avec un chiffre d'affaires supérieur à 450 millions d'euros soient concernées. Donc ça réduit pas mal. Et là, on attend que le Parlement européen se prononce à l'automne, c'est bientôt. À l'automne. Voilà, donc ça devrait réduire, c'est ce que vous disiez Fabrice, fortement le champ des entreprises concernées. On passe de 50 000 à 6 000. Je te donne la parole à Oliver Faust parce que Biomérieux a fait son premier rapport conforme à la directive européenne CSRD. J'ai envie de vous demander, ça va? Il n'y a pas eu de blessés, pas de cataclysme? Biomérieux, non, se c'est porte bien? beaucoup de travail, c'est très vertueux, mais c'est beaucoup de travail. Comment ça s'est passé concrètement? Vous avez mis des gens dessus spécifiquement? Vous leur avez accordé combien de temps pour le faire? Est-ce qu'il y a eu des difficultés? Parce que vous, on a l'impression que ça s'est passé facilement quand beaucoup d'entreprises disent, voilà, pour nous, c'est dur. Dans la chaîne de valeur, il y a aussi des prestataires, les plus petites entreprises qui ont du mal à suivre. Et donc, ça complexifie. Je crois que c'est dans Le Monde. Septodonte avait témoigné, l'un des dirigeants, en disant, oui, mais on a du mal à les récupérer, les données auprès de nos prestataires les plus petits. Vous, comment vous avez fait? Je trouve que c'est intéressant de voir aussi, de comparer le temps qu'on passe à répondre à de multiples questionnaires d'agences de notation extra-financière, et ça, on le fait sans rechigner. Et voilà, là, sous prétexte que c'est obligatoire, on va rechigner à répondre à la CSRD, alors qu'à terme, on espère que la CSRD puisse aussi nous servir de normes communes et nous faire économiser pas mal de temps avec un étalon de comparaison fiable. Oui, à terme, on va gagner du temps grâce à ce cadre. Mais là, on le perd pour s'adapter, en fait, finalement. Voilà. Mais à terme, à moyen terme, on doit le gagner. Fabrice Bonifay, je vous entendais déjà, vous vouliez déjà réagir, mais les chiffres de Caroline, ça ressemble quand même un peu à un refus d'obstacle. On dirait ça en équitation. Ça vous inspire quoi qu'on réduise autant le nombre, le champ des entreprises concernées ou qu'on retarde l'application pour certaines catégories? C'est deux choses différentes, de retarder et de réduire. Qu'on retarde parce que les petites organisations, les petites entreprises n'ont pas les moyens, les fonctions support qu'ont les grandes, et qu'on leur donne plus de temps pour s'adapter, pour mettre en place le système d'information qui va bien pour récupérer ces fameuses données. Les entreprises, moi, ça me paraît tout à fait normal. C'est légitime. C'est légitime, et que ce système pas à pas... il y a eu d'autres législations dans d'autres domaines, et je pense qu'il y a vraiment nécessité de prendre en compte cette évidence que, il y a moins de fonctions support. Voilà, c'est plus dur pour certains. De là à dire que ces entreprises ne sont plus concernées, ça n'a aucun sens. Ça veut dire qu'en fait, il y a seulement les grandes entreprises seraient concernées par la durabilité. Ce qui est impossible. Parce que les chaînes de valeur font que c'est impossible. Quand on sait qu'il suffit de regarder les scopes des bilans carbone, la plupart des entreprises ont l'essentiel de leur poids carbone chez leurs fournisseurs. C'est le fameux scope 3. Et donc, si les fournisseurs n'entament pas de mutation, de transformation de leur modèle d'affaires, jamais les grandes entreprises ne pourront tenir leurs propres objectifs, parce qu'elles dépendent forcément de leurs partenaires. C'est aux grandes entreprises d'essayer de soutenir aussi leurs prestataires. Bien sûr, de les aider. Donc d'investir un peu dedans. D'investir, oui, bien surtout. Vous savez, le problème dans tout ça, c'est un problème de modèle économique. On est sur des modèles économiques qui sont linéaires, extractivistes, écocidaires. Voilà, et qui ont oublié une donnée ils ont oublié une donnée dans leur chiffre d'affaires, c'est le coût écologique. La dette environnementale contractée par la création. Pas dans les bilans financiers. Dès que vous avez un profit, vous avez une dette environnementale et sociale en face. Ça, pendant très très longtemps, ça a fonctionné, parce que la planète était très grassouillette en ressources. Et, c'est plus le cas. Mais c'est plus le cas. Donc l'entreprise doit comprendre que si elle veut de la pérennité financière, de la prospérité, il faut qu'elle rembourse cette dette environnementale. Et qu'elle préserve ensuite les ressources. Et donc le mode linéaire, tel qu'on le connaît aujourd'hui, extraction, production, utilisation et ensuite destruction, n'est pas adapté à ça. Donc le circulaire, ça c'est ce que vous prenez? Le circulaire, c'est ce que prônent les entreprises du réseau C3D, c'est évident. Et le circulaire, mais pas le circulaire au sens du recyclage, ça c'est pas bien, au sens de faire durer plus longtemps tout ce qui existe.
les infrastructures, les produits. Et ça, on a besoin de le faire durer beaucoup plus longtemps et Ça va pas plaire à d'intensifier. certaines entreprises, les leaders du e-commerce par exemple. On pense à Attendez. Amazon, mais c'est des Donc, entreprises oui. qui payeront moins cher à détruire des non vendus qu'à les Oui. passer en seconde main. Dans cette histoire, il y aura, tout le monde sera perdant si on n'y va pas. Et si on y va, il y aura effectivement des modèles qui sont plus orthogonaux que d'autres. Et certains qui auront plus de Voilà, mal à s'adapter. bah oui, c'est très bien. Mais enfin, aujourd'hui, l'intérêt général, c'est de préserver les communs, c'est de rester sur une planète avec des conditions Sinon, on d'habitabilité. ne pourra plus faire de Voilà, de bilan donc là, au bout d'un positif moment, financièrement il faut quand même faire preuve de raison. Et on a tout intérêt à y aller le plus vite possible, parce qu'aujourd'hui, les scientifiques nous disent on ne pourra pas se permettre d'attendre encore 10 ans pour véritablement faire diminuer ce qui n'est pas On essentiel n'arrivera pas et verdir ce qui Ouais. doit naître. Christophe Jouvel, je vais me tourner vers vous parce que là, vous n'avez pas encore parlé, mais il y a un vrai sujet, c'est les compétences nécessaires pour opérer ces changements. Et je crois que même rien que pour faire ces rapports et ces CSRD, il y a déjà des fois des formations qui sont proposées auprès de Effectivement, l'opérateur. la formation vraiment joue un rôle clé dans la sensibilisation, l'outillage, l'accompagnement des personnes qui vont devoir remplir ces tableaux, remplir ces reportings de durabilité, la sensibilisation, puisque dans chaque organisation, il faut que chacun comprenne le rôle qu'il a sur la ressource des données qui sont remontées, des compétences techniques également pour remplir les méthodologies qui sont demandées. On a parlé de la CSRD avec un peu plus de 1100 indicateurs, et puis les FRAC qui est en train de voir à réduire à 350, et puis l'outillage pour que les entreprises puissent remplir et traiter les données plus rapidement. Cette formation est importante puisque Atlas accompagne notamment des entreprises du conseil, dedans du bureau d'études, des experts comptables et des commissaires aux comptes, qui sont les entreprises qui accompagnent l'ensemble des entreprises sur la partie CSRD. Il y a une grosse demande des entreprises, vous le voyez en fait, On a que ça augmente. On a effectivement une plateforme de formation que nous proposons, puisque nous sommes financeurs de formation, mais pas organismes de formation, autour de la CSRD. Et si je prends rien que les petites entreprises, puisqu'on parlait de la CSRD dans les grandes entreprises, mais nous on accompagne beaucoup les entreprises de moins de 50, eh bien c'est déjà plusieurs centaines de formations qui ont été faites au titre de la CSRD cette année, sur la CSRD en tant que consultant, sur la CSRD pour remplir les reportings de durabilité, sur l'ensemble des sujets de la CSRD. Ces petites entreprises qui vont accompagner les grandes entreprises, toutes les entreprises à remplir ces tableaux et à répondre également à leur niveau sur la partie CSRD. Et donc, plus on aura de la formation, plus dans l'entreprise, on aura un engagement de l'ensemble des collaborateurs et une vraie culture de durabilité dans l'entreprise. Oliver Foss, du côté de Biomérieux, combien on investit en hommes, enfin en ressources humaines, hommes-femmes, mais aussi en argent, sur ces formations spécifiques liées à la CSRD, mais aussi à tous les enjeux ESG d'ailleurs? Nous, on s'est organisé chez Biomérieux de la manière suivante. On a dans mon équipe une personne qui était déjà en charge Dédié du chapitre ESG du document de référence de déclaration universelle. Et elle s'est dédiée pendant plusieurs mois comme chef de projet. Donc, elle s'est formée à titre personnel. On a pris un conseil externe. Et puis ensuite, c'était beaucoup de transverses en interne. Et c'est ce qui est très enrichissant, c'est de faire des groupes de travail transversaux où on est RSE avec finance, avec RH, avec HSE, etc. Donc pour plus vraiment de transversalité pour être se poser les bonnes questions ensemble et construire des plans d'action ensemble, se poser les bonnes questions sur les objectifs qu'on veut se fixer. Donc c'est extrêmement, extrêmement vertueux à ce niveau-là. Et il y a beaucoup de contributeurs en interne, donc c'est difficile d'évaluer le temps homme, puisque c'est une foultitude. C'est un changement de philosophie, presque. C'est un changement de philosophie, oui. Et puis c'est convaincre chacun de l'utilité de cette démarche. Et puis derrière, donc cette chef de projet, de manière très volontariste aussi, a développé une formation e-learning avec notre université interne, puisqu'on a la chance d'avoir une université interne. Et cet e-learning-là est diffusé très largement à tous les contributeurs, surtout sur la fiabilité des données. Comment on fait pour vraiment déclarer des données fiables, auditables. J'avais lu, pour changer un peu, parce qu'on va bientôt finir ce débat, j'avais lu sur un réseau social un consultant d'entreprise qui disait aujourd'hui, vous savez, ESG, CSRD, c'est plus le problème des entreprises. Là, tout le monde ne pense qu'à l'IA. Justement, l'IA qui est très coûteuse en énergie, mais l'IA qui peut-être, selon un rapport PwC, pourrait quand même aider un petit peu. Alors, je sais que Fabrice Bonifay, avant l'antenne, vous me disiez, vous n'y croyez pas trop, mais selon ce rapport PwC, Caroline,
de plus en plus d'entreprises vont s'appuyer sur les outils IA génératifs pour faciliter leur reporting. L'utilisation de l'IA dans les reportings a presque triplé. Elle a atteint 28% cette année contre 11% en 2024. Donc c'est encore une proportion assez faible, mais c'est la dynamique qui est importante. Et donc Fabrice, vous n'y croyez pas trop, il y a d'autres choses. C'est pas l'IA qui va nous sauver. Le problème, c'est pas les data. On parle de data là. Bien sûr qu'il faut des data pour disons que les mesurer. pourfendeurs de la CSRD se plaignent des data, trop de data. Là, c'est un peu une réponse qu'on peut leur donner. Oui, mais enfin bon, le sujet, c'est vraiment pas ça. C'est la philosophie qu'on met derrière. Voilà. Donc, et surtout que la plupart des data dans l'ESG, j'ose vous le dire, sont fausses. Et on peut les détourner facilement. C'est pas aujourd'hui, faire un bilan carbone. Qu'est-ce qu'on prend en compte Qu'est-ce qu'on prend en compte dans le scope 3 ? C'est très compliqué. C'est pas une question de choisir des bonnes data, c'est qu'on les a pas. Donc c'est approximatif. Donc l'IA va compiler des datas approximatives. Elle peut faire des évaluations. Elle fera des évaluations, on va peut-être réduire l'intervalle. Mais en fait, peu importe. Vous savez, quand vous êtes obèse, vous n'avez pas besoin de savoir. Pas besoin de se peser. Se peser pour ça. Aujourd'hui, les entreprises sont obèses en carbone. Elles doivent diviser par 3-4 leur empreinte carbone. Donc, peu importe, franchement, d'avoir des bilans carbone extrêmement justes, validés par de l'IA. Ça n'a aucun intérêt. Ce qui est important, c'est d'avoir des trajectoires, d'avoir des actions, d'avoir une vraie volonté du leadership, d'avoir une volonté de changer le modèle économique. Et après, bien sûr, on va accompagner ça de data qui vont pouvoir attester d'une année sur l'autre ce qui est mesurable. Il n'y a pas grand-chose de mesurable. On ne va pas lui donner plus d'importance qu'elle n'en a. Exactement. Et mais ce que vous dites, c'est voir la réalité en face. C'est-à-dire voir dans son bilan financier ce qui n'est pas financier et donc le coût environnemental. Et ça, il n'y a quand même pas beaucoup de patrons qui ont envie de le faire. Ah non, peut-être, mais c'est ce qu'il faut faire. Et c'est indispensable. Et c'est ce qu'il faut faire. Et dans la CSRD, c'est ça qui est intéressant. Les données extra-financières, ça fait longtemps qu'on sait, nous, les responsables des RSE, qu'elles sont fausses. Par contre, on parle de greenwashing alors. Mais c'est pas une question de ça. Il ne faut pas leur donner plus d'importance qu'elles n'ont. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est une entreprise. Je vous donne un exemple. Si une entreprise dit, moi, pour décarboner ou pour prendre en compte le vivant dans mon modèle économique, j'ai besoin d'investir dans telle ligne de production. Et je vais mettre tant d'argent sur la table. Et ce que les commissaires aux comptes vont venir voir à un moment donné, c'est le résultat de ça. Et la CSRD, c'est dans cet esprit-là qu'elle a été construite. Dans le but d'être efficace. Dans le but d'atteindre les objectifs. L'objectif, c'est de sauver quand même la planète. Et ça, ce sera un très bon mot de la fin parce qu'on arrive au bout de cette émission. Merci beaucoup Fabrice Bonifay, président du C3D, donc auteur du livre L'entreprise contributive, Oliver Faust, senior vice-président de Biomérieux en charge de la RSE, Christophe Jouvel, donc directeur général adjoint de l'opérateur de compétences Atlas, et bien sûr Caroline de Senneville, journaliste décideur RH qui nous accompagne tous les vendredis. Très rapidement, merci à Charles à la réalisation, l'immense Paul au son. Merci aussi à Émilie qui était en régie pour l'édition. Le patron Arnaud Ardouin est de retour demain. D'ici là, portez-vous bien, suivez-nous en replay ou sur les réseaux sociaux. À bientôt.